Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, vous entendrez un gros bruit de fond, vous entendrez une interview avec du son qui n'est pas à la hauteur de ce que j'ai l'habitude de vous proposer et je m'en excuse pleinement. Simplement, j'ai essayé d'être agile dans l'enregistrement de cet épisode avec mon invité qui a un emploi du temps très chargé et qui a essayé et qui a pu trouver un creux dans son planning. Je le remercie pour ça, mais voilà, il a fallu changer les habitudes d'enregistrement, mais au final, l'important est la qualité de l'échange et pas uniquement la qualité du son. Aujourd'hui, on va parler avec un multiple champion du monde de sport de combat. Alors, si je regarde l'affiche, il y a du kickboxing, de la boxe thaïlandaise, du MMA maintenant. Il y a plein de mots qui, à la fois, moi, me font rêver, mais aussi me font un petit peu peur. Arrêtons là le suspense. Je suis très heureux de recevoir Jimmy Vienno. Salut Jimmy. Salut, merci à toi de l'invitation. Lève pas trop la main, lève pas trop le bras, j'ai pas envie d'en prendre une. Vas-y doucement. T'inquiète, c'est gentil. Ouais, t'es un faux calme en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans la vraie vie, t'es plutôt calme et puis quand il s'agit de monter sur le ring, c'est là que tu te défoules. On va dire que le sport me rend calme, mais de base, non, je suis pas si calme que ça. Mais mon entraînement et ma carrière que je fais tellement d'heures par jour qu'on est obligé d'être calme après. Ok, bah écoute, ce que je te propose déjà comme première question, c'est de te donner le micro pour te présenter. Dis-nous tout, qui est Jimmy Vienno ? Je m'appelle Jimmy Vienno, j'ai 28 ans. Je suis 7 fois champion du monde de boxe thaïlandaise, plus de 114 combats à mon actif, dont 94 victoires. Je suis champion d'Europe, champion de France multiples fois. Je suis professionnel et je suis classé numéro 5 mondial en kickboxing, numéro 1 mondial en boxe thaï. Et j'ai fait mon premier combat professionnel en MMA. Donc, je suis à 1-0 en MMA là et maintenant j'ai fait ma transition en MMA pour tout arracher pareil dans ce sport-là. J'ai commencé à l'âge de 4 ans le judo, donc j'ai toujours été dans les sports de combat. J'ai poursuivi par la boxe thaï parce que pour moi le judo ça manquait un petit peu de percussion pour moi. Donc à 13 ans, la boxe thaï, kickboxing et puis je suis devenu champion du monde. Je suis passé professionnel à 18 ans. Je suis devenu champion du monde la première fois à 21 et puis j'ai enchaîné les titres. Et là, ça fait 3 ans que j'ai fait ma transition en MMA. Bah écoute, c'est super de pouvoir échanger avec un fighter. Ça reste des sports assez mythiques et que je connais pas trop. Je suppose que nos auditeurs, nos auditrices ne connaissent pas forcément tous non plus. Donc peut-être que tu peux nous préciser ce que c'est la différence entre le kickboxing, la boxe thaï, le MMA, éventuellement un peu de boxe française, boxe anglaise, tout ça, pour qu'on voit bien ce que c'est que la différence. Et puis je suis content parce que tu me parles de judo. Hier, pour délirer, quand on se programmait l'enregistrement, je t'ai envoyé une petite vidéo de mon petit bonhomme de 3 ans qui s'amusait à taper contre un matelas et lui il vient de commencer le judo, donc écoute, c'est pas perdu. Non, bien sûr que non, justement c'est une très très bonne école, surtout pour commencer et moi ça m'a permis de plein de choses et même d'avoir des aptitudes là, comme j'ai commencé tout petit à 4 ans, j'ai fait ça jusqu'à 13 ans, donc ça m'a permis d'avoir des aptitudes en lutte, en MMA, tout ça au niveau des appuis et tout, donc franchement c'est une très très bonne école le judo et félicitations à ton fils d'ailleurs, c'est
commence. Merci. Et puis j'ai partagé sur mon petit Instagram la petite photo d'hier où normalement, tu vois, ils sont plusieurs gamins et puis le sensei leur disait vous allez apprendre à faire tomber votre adversaire. Et puis une chose en amenant une autre, il n'y avait pas de gamin qui était dispo pour combattre entre guillemets avec mon fils. Et donc le sensei lui a dit bah écoute Elio, c'est moi que tu vas faire tomber. Et donc j'ai trouvé génial cette petite photo où tu as un petit bonhomme de 3 ans. Évidemment, le sensei a fait exprès de tomber, mais tu vois un petit bonhomme de 3 ans qui tient la manche du sensei qui le fait tomber, c'était sympa. Donc j'imagine que ça doit être des trucs marquants justement quand tu commences dans un sport de combat, que ce soit un art martial ou pas. Quand tu commences, oui, bien sûr. Moi, je me rappelle de quand j'ai commencé le judo, quand j'ai commencé la boxe thaï. C'est souvent le commencement et les débuts qu'on se rappelle vraiment, justement. C'est ce qui marque. Moi, je me rappelle de tout. Ouais. Bon, je t'ai coupé, mais je te demandais la différence un peu entre les différents sports de combat. La boxe thaï, c'est simple, c'est le sport le plus complet qui est en debout, en pied-point. Ça veut dire que tu peux utiliser les poings, les coups de coude, les coups de genoux, les coups de pied, les projections, les saisies. Il y a du corps à corps aussi, il y a pas mal de choses. Après, au-dessus, il y a le MMA, qui est vraiment full complet, hein, qui mixe tous les sports de combat. Hein. Donc, ça va du sol au debout à la lutte. C'est vraiment complet, complet, complet. Donc, le judo, on connaît tous, hein, il n'y a pas de percussion. La lutte, pareil. Le kickboxing, c'est une variante de la boxe thaï, mais sans coup de coude, sans coup de genou, sans corps à corps. Donc, plus d'anglaise, plus de jambes. C'est un peu pareil que le full contact, sauf que le full contact, ils n'ont pas le droit de taper en bas, mais plutôt en haut. Enfin, il y a pas mal de règles qui changent entre les sports. La boxe anglaise, on connaît tous, c'est que les points. Hein. Mohamed Ali, Mike Tyson, tout ça. Il y a pas mal de règles qui changent dans les sports de combat, mais c'est pour ça que le MMA, c'est bien, parce que c'est le sport de combat qui regroupe tous les sports de combat. Ça veut dire, pour moi, quand tu es champion de ce sport-là, tu es champion de tous les sports. C'est le no limit, quoi. Quel que soit ton sport de base, de prédilection, tu peux te pointer sur un ring de MMA, puis t'as le droit à tout. Les pieds, les poings, taper en haut, en bas, derrière, devant, mordre les oreilles, tout ce que tu veux. Ah, non, pas derrière. On n'a pas le droit de taper dans le dos ni dans la tête. Derrière la tête. Il y a quand même des règles. Mais oui, c'est un sport de combat très libre où on peut faire pas mal de choses. C'est ça qui est bien. Ça ressemble à tout. Quand tu dois, par exemple, tu es à l'armée, tu dois te défendre ou tu es dans la rue, ou c'est vraiment en situation réelle, quoi. Et c'est ça qui est bien. C'est que c'est un sport en plus avec des mitaines. Tu sais jamais ce qui peut s'attendre. Le MMA ou la boxe, c'est pas des maths. Donc, il faut vraiment être préparé et tout. Et puis, ça, c'est génial. C'est génial. C'est quoi des mitaines? Moi, je vois bien les gants de boxe, tu vois. Les mitaines, c'est quoi? C'est ces gants un petit peu épurés, plus légers, qui te permettent d'avoir plus de prise éventuellement avec les mains? Exactement, tu as tout dit, c'est ça, les mitaines. Et en plus, c'est coupé au bout des doigts pour attraper. Et c'est du 4 en général. Ça veut dire que c'est tout petit. Les gants de boxe thaï ou boxe anglaise, c'est du 10 en combat à lacet. Et là, c'est du 4. Donc, c'est des tout petits gants, comme des gants de moto. Donc, c'est vraiment pour faciliter la prise, la lutte, le sol. Et pour faire plus mal aussi? Ça fait plus mal, bien sûr. Ça marque beaucoup plus vite. Ça fait plus de dégâts. Est-ce que, comme dans d'autres sports de combat, notamment la boxe, c'est par catégorie de poids que vous combattez ou là, c'est n'importe qui? Si. Avant, non. Avant, en MMA, c'était pas par catégorie de poids. Tout le monde pouvait s'affronter. Karaté contre boxe, jiu-jitsu contre boxe française, imaginons. Vraiment, tous les styles de combat étaient opposés. Et il n'y avait pas de catégorie de poids. C'est-à-dire, à 60 kg, il peut combattre un 100 kg. Mais ça, c'était avant. Maintenant, bien sûr qu'il y a des règles, c'est structuré. Et bien sûr, c'est par catégorie de poids. Et moi, je suis à 70 kg. Donc. 70 kg pour combien de mètres? Je fais 1m85. Ouais, bon rapport, hein. Bien sec du coup. Ouais, je suis 70 kg, très sec en combat, en période de combat. Sinon, en temps normal, je suis à 77. Okay. J'essaie de ne pas trop monter au-dessus de mon poids. Quoi. Okay. Et les catégories, c'est quoi? C'est par 5-10 kg ou c'est plutôt variable? Non, c'est variable. Ouais, il y a entre 3 kg, 5 kg, après 7 kg. En judo, on dit souvent que la catégorie, entre guillemets, la plus pure, c'est les plus de 100 et quelques kilos, celle notamment au combat Teddy Riner. Est-ce que dans le MMA, il y a aussi les poids plumes et puis la catégorie un peu la plus pure, la plus reconnue, la plus appréciée? On va dire la catégorie reine, je pense, en anglaise ou en judo, c'est les poids lourds. La catégorie reine en MMA, c'est 70 kg, je pense. Parce que c'est là où il y a le plus de noms, de monde, et c'est là où c'est entre le lourd et le léger. Donc, les plus complets, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que la catégorie reine, c'est celle où il y a Khabib, celle où il y a McGregor. Celle-là, c'est 70 kg, tu vois. Donc, je pense que c'est celle-là en MMA, la catégorie reine. Bon, donc tu es dans la bonne catégorie. Est-ce que, alors là, on se projette un petit peu sur l'avenir, mais est-ce que ce serait ton rêve d'aller affronter McGregor sur un ring? McGregor, non, parce que tant que je vais arriver d'ici 2 ans, lui, il sera peut-être éteint. Mais en tout cas, prouver
que je suis le meilleur de ma catégorie au monde à l'UFC, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de ton sport. On va pas rentrer dans les détails aussi des différentes fédérations, etc., des questions politiques. On aura bien compris. Toi, tu es un combattant. Tu as commencé par judo, kickboxing et maintenant MMA. Ouais, tu es sportif, c'est vrai. C'est un peu l'essence même de ce podcast quand même. Je reçois que des sportifs. Je voudrais en savoir un petit peu plus aussi sur toi, justement, le sport. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente, ce mot sport ou sportif, quand tu échanges avec des gens qui sont peut-être pas forcément sportifs? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Moi, être sportif, c'est déjà le dépassement de soi, tous les jours, avant tout. C'est la détermination, c'est l'assiduité, c'est la galère pendant que tu t'imagines des rêves. Toi, tu es en train de te faire souffrir juste parce que tu veux atteindre tes rêves. C'est sportif, ça regroupe tellement de choses, de valeurs, de mots, euh, beaucoup de sacrifices. Après, ça dépend. Il y a deux types de sportifs. Les sportifs qui font ça vraiment pour le plaisir, où il n'y a aucun objectif derrière, juste pour le bien-être du corps. Et tu as les sportifs de haut niveau. Ils font ça parce que c'est leur travail, parce qu'ils ont des objectifs, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer dans leur vie, tu vois. Et donc, c'est deux mondes complètement différents. On fait plus du sport parce qu'on kiffe prendre soin de nous, on a envie de se dépenser. Non. Quand tu es sportif de niveau, tu fais du sport parce que tu dois performer, tu dois réussir, tu dois être plus fort que ton adversaire. Donc, ça regroupe énormément de choses, beaucoup, beaucoup de sacrifices. C'est ta vie que tu sacrifies pour tout ça. Et il faut savoir vivre avec et en faire comme une routine et un truc normal pour toi. Et alors justement, pour toi, c'est quoi une routine pour Jimmy Vienno en termes d'entraînement, en préparation pour un combat? Déjà, moi, je suis tout le temps en préparation, donc que ce soit en période de non-combat ou en période de fight. Mais on va dire en période de fight, c'est un peu plus poussé parce qu'il y a le régime qui rentre en compte. Mais et on va dire que je suis plus focus sur l'adversaire. On va dire que je suis du 5 à 6 heures par jour, du lundi au vendredi, une fois le week-end, donc une fois sûrement le samedi matin ou dimanche matin où je fais une petite course, un petit truc, petit entretien. Mais je fais 6 heures d'entraînement, 5 à 6 heures par jour avec de la lutte, de la natation, de la boxe, du jiu-jitsu, du corps à corps, du PAO, du physique, la prépa. Enfin, il y a énormément de choses. Dans un sport, il y a plein de sports. Et toi, tu fais pas que du combat. Enfin, tu sais, on a souvent cette image, en tout cas pour les gens de ma génération, oui, parce que je suis un peu vieux. Hein, je pourrais presque être ton père. On a cette image notamment de Rocky, tu vois, ou même des films de Van Damme, où finalement les gars s'entraînent surtout en combat, s'entraînent dans la salle, s'entraînent contre les punching balls, etc. Mais on les voit pas toujours faire du vélo, faire de la natation, pratiquer d'autres sports de combat. Toi, ça fait vraiment partie de ta routine, de ton quotidien? Déjà, il faut être complet dans un sport complet. Je fais un sport qui est vraiment complet, donc il faut être complet. Il ne faut pas faire que ça ou que de la boxe ou que non. Il faut être vraiment, vraiment complet. Il faut savoir faire du vélo, il faut savoir faire de la course, de la natation, il faut savoir faire du PAO, il faut savoir faire du combat, il faut tout savoir faire. Il faut être fort vraiment partout. Moi, j'ai cette optique-là d'être fort partout, c'est ce qui fera la différence dans la cage. Et bien sûr, c'est très important. À l'ancienne, ils oubliaient un peu ça. Ils couraient pas tous forcément, pas trop de natation. C'est normal, c'était un peu moins évolué au niveau de même la récupération. Tout ça, la natation, c'est très important pour la récupération. On manquait un peu de connaissances avant, tu vois. Plus on évolue, plus ça avance. C'est comme moi, aujourd'hui, je sais que dans 20-30 ans, quand j'aurai arrêté, eh ben, les nouveaux, ils ont encore d'autres choses, d'autres inventions, entre guillemets, d'autres, tu vois, technologiques ou un autre savoir que nous, on sera dépassé. Donc, en fait, ça va avec le temps. Tout avance, tout évolue. Donc, avant, je pense qu'ils faisaient moins de choses comme ça, moins d'extra que le sport même, en lui-même. Et plus on avance, qu'on est complet de partout, quoi. Et pour tout ça, justement, j'imagine que notamment dans tes entraînements, quand il s'agit de combats, que ce soit dans la boxe, que ce soit dans le kickboxing, en MMA spécifique, ou même dans d'autres disciplines, tu l'as dit, tu fais du jiu-jitsu, tu fais autre chose, ça implique des sparring partners, des partenaires d'entraînement. Comment est-ce que tu t'organises justement pour avoir du monde avec toi qui te fait progresser, qui te fait grandir, qui te fait évoluer dans ton sport? Moi, j'ai de la chance d'être aussi à Abu Dhabi. Donc là-bas, il y a énormément de niveaux au niveau du sol et de la lutte. Donc je me forme là-bas. Dans ma salle à Montpellier de MMA, il y a une gros level aussi de tout ce qui est lutte, sport de combat. Donc j'y vais. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de chance que je suis tombé dans des clubs où il y a des bons adversaires, il y a des bons copains, de la bonne concurrence pour progresser. Tout le monde se fait progresser. Moi, j'ai fait progresser en pied-point. Et il faut progresser dans notre domaine. Donc, franchement, on se complète bien, c'est super cool. Puis on va dire, j'ai eu de la chance et on va continuer comme ça. Ah, tu sais que la chance, ça n'existe pas. Ce sont des enchaînements de situations qui font que toi, tu crées cette fameuse chance. Tu te mets dans les bonnes conditions.
Je suis d'accord, mais le mot chance existe quand même. Mais on peut la créer, la provoquer. Surtout, on peut la provoquer, la chance. On peut tout donner pour l'avoir, mais elle existe quand même. Moi, c'est sûr que je fais tout pour être dans les meilleures conditions, pour réussir, pour être le meilleur. Après, il y en a, ça passe pas, ça passe pas. Hein. Ils ont beau tout faire, c'est comme ça. Et il y en a d'autres, ça passe plus vite. Il y en a d'autres, il faut la créer cette chance-là. Donc voilà, ça dépend des gens, je pense. Alors tu le disais, tu es entre Abu Dhabi et Montpellier, on parlait un petit peu en off tout à l'heure. Tu me disais que tu revenais à peine de voyage, tu vas un petit peu t'entraîner à Montpellier, tu vas régler quelques trucs, notamment tes études, parce que non seulement tu es un sportif, en plus tu fais des études avec un objectif de reconversion, de travail. Et puis tu vas aussi à Abu Dhabi régulièrement pour t'entraîner. Tout ça, ça implique des déplacements. Alors évidemment, tu l'as dit, tu arrives à t'organiser, tu arrives à avoir du monde, etc. Mais tout ça, ça a aussi un coût dans ta préparation. Comment est-ce que tu arrives à assumer tout ça? Exactement. Alors déjà, au niveau des études, je tiens à préciser que je suis dans une école pour devenir acteur. Donc vraiment, après ma carrière, j'aimerais être acteur. Là, j'ai commencé un petit peu. J'adore le rapport avec la caméra, les shows, et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment mon kiff et mon but après ma carrière en reconversion. Donc, c'est pour ça que je suis en même temps dans une école. Au niveau des coûts que ça a apporté, moi j'ai de la chance d'être un nom et d'être 7 fois champion du monde et d'avoir des réseaux qui marchent bien. J'arrive à faire pas mal de collabs, de partenariats. Donc ça me réduit mes coûts au maximum. Déjà, ça c'est cool. Si j'arrive pas, heureusement que j'ai des sponsors qui sont là, qui me suivent. J'en ai pas 1000, hein, mais j'en ai 2. Suite formation de David Boulogne et le jour d'après de Jérémy Hamel. Donc, c'est vraiment des gens qui me suivent depuis des années, surtout David, ça fait 5 ans qu'on est ensemble maintenant. Et c'est pas des grandes marques, voilà, mais c'est des gens fidèles et c'est des gens qui croient en moi et qui sont là avec moi jusqu'au bout, quoi. Et c'est grâce à eux que j'arrive à me déplacer en avion, que j'arrive à négocier certains trucs, que j'arrive simplement à vivre en attendant des combats. Parce qu'en plus, faut dire que nous, dans les sports de combat, les organisations ne te font pas boxer tout le temps. Donc, nous, on n'a pas des salaires par mois, on a des primes par combat. Ça veut dire que si on boxe pas, on touche rien. Et là, moi, je suis en attente d'un combat. Donc, ça veut dire que pour l'instant, je touche pas l'argent. Donc, je suis obligé de me débrouiller à droite, à gauche. Et heureusement que les sponsors sont là et heureusement que les réseaux sociaux sont là aussi maintenant. Sinon, c'est Ouais. vraiment la galère. Ouais, parce que comme tu le dis, tu boxes pas, tu combats pas, bah t'as pas d'argent. Malgré tout, il faut quand même manger. En plus, un sportif qui s'entraîne 6 heures par jour, putain, qu'est-ce que ça doit manger? Qu'est-ce que ça doit avaler comme calories? Surtout, j'ai oublié de préciser que la plupart des autres athlètes, c'est-à-dire boxeurs, mais athlètes, ils ont des vies de famille. Ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont tout ça. Moi, heureusement, pour l'instant, j'en ai pas. Enfin, heureusement. C'est compris, quoi. J'ai pas encore d'enfants parce que c'est un coût, tout ça. Et eux, ils sont obligés de travailler à côté. Et quand tu travailles à côté et que tu as une carrière de sportif de haut niveau, c'est très compliqué de lier les deux parce que tu vas être fatigué, tu vas pas être à 100%. Alors que moi, grâce aux sponsors, grâce à toutes mes petites négociations là, je suis tranquille, je m'entraîne le matin, je fais ma sieste et je m'entraîne l'après-midi. Je travaille pas à côté. Je fais ce que j'aime à côté. Je fais mon école, je fais mes interviews, je fais tout ça, je fais ce que je kiffe. Mais je travaille pas pour quelqu'un pour juste gagner de l'argent. Ça, c'est très important de faire la différence parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui sont obligés de travailler à côté parce qu'ils galèrent. Et c'est pour ça que les sponsors, faut les remercier, ils sont là parce qu'ils mettent vraiment un soutien, un confort aussi. Tu as ces sponsors-là qui te viennent en aide. J'imagine que tu as dit, c'est pas des milliers des cents, donc ça te permet juste de surnager, quoi, de te déplacer, de manger. Exactement, ça me permet d'investir dans ma préparation et dans mon quotidien, juste de vivre ce qu'il faut. Je suis pas en train de flamber les billets, pas du tout. Je compte tout et je suis vraiment, surtout là en ce moment où j'ai pas de combat parce que mon organisation ne m'en donne pas, on compte tout, quoi. C'est pour ça que ça donne vraiment l'esprit de pouvoir vraiment réussir parce que je veux réussir et je veux pas rester comme ça 1000 ans. Mais voilà, là déjà, ça me permet d'être focus. Tu le dis, tu es 7 fois champion du monde. Ça te donne quoi un titre de champion du monde? Ça donne, en boxe taille, ça donne juste de la notoriété et du prestige, c'est tout. Et une ceinture? Voilà, une ceinture. On se bat que pour du prestige. Dans la boxe taille, c'est un sport très, très dur, très violent. On se fait vraiment très mal. Hein. Moi, j'ai les poings cassés, les pieds cassés. Enfin, j'ai pas mal de choses abîmées. Mais c'est vraiment, on se bat pour le prestige parce que c'est une école très, très dure. Surtout dans les camps en Thaïlande. Moi, j'y étais très jeune là-bas. C'est une école de prestige, c'est une école dure. Si tu y arrives, c'est un très gros tremplin. Mais tu pourras jamais être millionnaire en faisant de la boxe taille. Tous ceux qui ont un rêve, je vais faire de la boxe taille, je vais être riche, oubliez ce rêve, hein, parce que ça marchera pas. Mais par contre, c'est tellement une très bonne école et dure, c'est un très bon tremplin pour la suite. Par exemple, comme le MMA ou autre chose. Et là, par contre, dans le MMA, il y a déjà un petit peu plus d'argent pour les combattants? C'est deux planètes différentes. Si j'arrive à faire la même chose que j'ai fait en boxe taille, que je vais faire en MMA, je suis super riche, quoi. Donc on se reparlera plus là.
Ah, moi, je suis quelqu'un de simple, tu sais, j'oublie personne. Tu t'es reconverti dans un autre sport qui reste quand même une variante de la boxe thaï il y a 2 ans. Enfin, tu mets tout ce que tu peux dans cette reconversion pour pouvoir y exceller, y performer. Tu te donnes combien de temps pour y arriver, pour glaner un titre de champion de France, champion d'Europe, champion du monde? 2 ans. 2 ans. Pour intégrer la meilleure organisation du monde et on va dire, allez, 4 ans pour avoir la ceinture. Donc dans 4 ans, Jimmy Vienno, ouais, tu auras déjà largement écrasé McGregor qui, comme tu dis, sera certainement sorti du circuit. Et ça représente quoi, enfin, en termes de coût pour toi, une saison? Qu'on comprenne bien en fait, parce que là, on comprend que tu survis grâce à tes sponsors, grâce au contact, au réseau que tu as noué. J'imagine que ça te permet aussi d'aller t'entraîner dans des salles, ça te permet d'aller t'entraîner de trouver des sparring partners sans forcément les rémunérer, mais d'un point de vue déplacement, alimentation, je sais pas, entrée à la piscine parce que tu dis que tu nages aussi, tout ce qu'il y a autour finalement de ton sport, pour toi une saison ça représente quoi à peu près? Là, comme ça, je pourrais pas te dire, je peux pas te dire de bêtises, mais c'est des frais, hein. C'est beaucoup de frais. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros, j'imagine? Bah oui. Ouais. Rien que les produits pour la préparation physique, la protéine, tout ça. Il y a des fois, j'ai des collabs, il y a des fois, je suis obligé de les payer. Le nouveau matériel, pareil, il y a des fois, je suis obligé de les payer, il y a des fois, je suis en collab. Ça dépend vraiment de plein de trucs. Les billets aller-retour, il y a beaucoup d'argent qui sort. Ouais, parce que ça c'est des choses, notamment sur le matériel, on se rend pas forcément bien compte. Alors moi, je fais pas du tout du combat. Hein. Moi, Mais c'est de l'investissement, en vrai. Ouais. Moi, j'investis pour moi. Je me dis pas que l'argent que je sors, je le perds. C'est vraiment de l'investissement. C'est pour ça que je suis vraiment très sérieux et rigoureux dans ce que je fais. C'est de l'investissement, tu vois. Et donc là, tu te donnes 4 ans. En parallèle de ça, tu t'es lancé dans une école de cinéma pour apprendre un nouveau métier, pour devenir acteur. Pourquoi en fait? Parce que tu te donnes 4 ans pour performer, pour percer dans le MMA. Si tu arrives à faire ce que tu as fait en boxe thaï, en MMA, tu l'as dit, tu seras tranquille, certainement pour quelques années, peut-être cassé, mais tranquille. Pourquoi investir aussi dans cette reconversion professionnelle? Parce que déjà, moi, je pourrais pas ne rien faire. Tu vois. Je m'ennuie vite. Et j'aime bien rien faire une semaine, partir en vacances, mais j'aime bien travailler pour moi, la priorité, hein, parce que travailler pour quelqu'un, c'est hors de question. Mais travailler pour moi, j'aime beaucoup. Et acteur, parce que je vais pas te mentir, hein, je kiffe me voir à l'image, je kiffe jouer des trucs, faire passer des émotions. C'est vraiment un rapport pour moi avec ma carrière, parce que je fais beaucoup de shows avec les médias, avec les conférences de presse, avec les pesées, avec tout ça. Je kiffe, c'est mon délire. Donc ouais, je kiffe être derrière une caméra. Et c'est tout ce que j'ai trouvé à faire après et qui me passionne, autant que le sport de combat. Donc, rien de plus. Tu sais que l'un des derniers qui a fait ça, il s'appelle Van Damme quand même. Un combattant qui après est passé devant la caméra. Je crois pas qu'il était trop combattant lui quand même. Hein. Il a fait des sports de combat pendant des années, mais il a pas eu de titre. Non, bien sûr. Écoute, je te remercie pour tout ce partage, pour tout cet échange, pour cette transparence aussi, et puis de m'accorder un petit peu de temps, parce que tu l'as dit, tu kiffes faire le show avec les médias, et j'apprécie beaucoup que tu aies pris le temps pour nous. J'ai encore 2 petites questions. La première, si toi, Jimmy Vienno, là, à 28 ans, tu rencontrais le petit Jimmy Vienno qui... alors, pas celui qui fait du judo, mais tu vois, celui qui va commencer la boxe thaï à 13 ans, qu'est-ce que tu penses que le Jimmy de 13 ans dirait ou penserait de toi maintenant, en te voyant? Je pense qu'il serait content, parce qu'on a fait beaucoup de chemin et il sait que c'est que le début, quoi qu'il arrive, mais on va dire 10 ans professionnels après, il serait fier, il serait content, puisqu'on a quand même écrasé tout le monde. Bon, tu disais tout à l'heure que t'es un mec gentil, t'oublies pas. Ouais, je suis pas rassuré quand même. Je sais pas si j'ai envie de venir à ta rencontre. Hein. Tu me fais un peu peur. Moi, je fais ça qu'avec les fighters, sinon les autres, on est ensemble. Cool. Et puis, dernière question. Tu disais merci aux réseaux sociaux aussi pour pouvoir faire ta promotion, pour pouvoir échanger. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement si on veut en savoir plus sur toi, si on veut continuer à te suivre, si on veut te supporter? Bah écoute, je suis sur toutes ces plateformes, hein, que ce soit Facebook, j'ai ma page Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat. C'est que Jimmy Vienno. Jimmy Vienno, simple. Et vous me trouvez de partout. Voilà. J'ai même ma chaîne YouTube, donc voilà. Ouais, et t'as même un compte LinkedIn qui est normalement plus un réseau beaucoup plus pro. On voit pas beaucoup d'athlètes de haut niveau. On en voit de plus en plus, mais pas tant que ça. Et franchement, je te félicite parce que t'as une réactivité dans la réponse, même quand t'es à l'autre bout du monde. Bravo. Bah, merci beaucoup, merci à toi. C'est cool. Merci encore, Jimmy, d'être venu sur le podcast Dans les vestiaires. Je te souhaite une bonne continuation, bon entraînement, bon combat quand celui-ci arrivera. Chers auditrices, chers auditeurs, nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis Jimmy, à bientôt. À bientôt, on est ensemble. Merci à toi. Ciao.
derrière chaque médaille, chaque record, chaque ceinture, il y a une histoire. Alors, vous avez apprécié l'épisode ? Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Jimmy pour en savoir encore plus sur Jimmy Vienno et nous aider à le soutenir financièrement dans ce magnifique projet sportif. C'est grâce à vous que Jimmy trouvera toutes les ressources pour travailler dur et pour atteindre ses objectifs, de devenir le meilleur combattant MMA du monde d'ici 2 à 4 ans. La philanthropie sportive, ça vous parle ? En tout cas, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. Comme je dis toujours, 1 euro donné égale 1 euro reversé aux athlètes. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!